Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre pause midi, en conférence de pause midi qu'on appelle de l'Alliance française à Burlington, Vermont, Alliance française de Lake Champlain Region. Je dis un bienvenue surtout à ceux qui ne sont pas membres de l'Alliance et ceux qui sont au Québec. C'est notre plaisir aujourd'hui d'avoir une conférence sur les patriotes et le Vermont par Gilles Laporte, que sans doute vous connaissez, une grande partie de vous connaissez. Il a écrit pas mal sur l'histoire des patriotes et ça va être très intéressant, ça va illuminant, j'espère, son conférence sur non seulement les patriotes, le mouvement patriote du 19e siècle, mais aussi la connexion avec le Vermont. Et je vais vous dire tout ça, deux choses. Je vous ai tous mis sur muet. Veuillez le laisser comme ça pour ne pas avoir des bruits de l'interférence audio. Et aussi, si vous avez des questions ou des commentaires, priez de les mettre dans le chat. Et à la fin de sa conférence, on aura la possibilité d'avoir des réponses à des questions et peut-être un peu de discussion. Et avec ça, je laisse la parole à M. Laporte. Et on commence avec le PowerPoint ou Je vais souhaiter la bienvenue, ne serait-ce que pour les gens qui puissent me voir. Je suis à Montréal en ce moment. Je suis très, très heureux de me joindre à vous. Je vous remercie d'y consacrer votre pause midi et je tiens en particulier à rendre hommage à mes fellow Americans qui cultivent leur goût et leur amour pour la langue française. Cela est très apprécié et je dirais en guise de blague que si nous devons devenir, nous au Canada, le 51e État des États-Unis, nous aurons grand besoin de vous afin de conserver notre langue et notre culture. Alors, merci de votre appui pour la cause française. Je vais essentiellement, oui, j'ai décidé de mettre un PowerPoint pour afin de afin, dis-je, que vous puissiez à tout le moins suivre par la lecture si vous comprenez mal ce que je dis. Alors, est-ce que c'est bon pour le visuel? Vous pouvez me faire signe, oui, Monsieur oui. King Krause? Parfait. Alors, formidable. Donc, il s'agit d'abord et avant tout de rappeler que cette rébellion-là se déroule, c'est un phénomène qui se déroule à l'échelle atlantique. C'est-à-dire que ce n'est ni au Canada, au Haut-Canada, au Bas-Canada, mais partout en Occident qu'il y a des grands mouvements révolutionnaires. Avons-nous rappelé, bien sûr, la Révolution française, les révolutions en Belgique, en Grèce, en Italie, partout en Amérique latine, et bien sûr, a commencé tout seigneur tout à l'heure, la Révolution américaine de 1776. En ce sens, ce qui se passe au Québec a de la résonance à ce moment-là aux États-Unis et en particulier dans le Vermont et l'État de New York. Je vais donc vous proposer très rapidement, parce qu'on a faim, hein? Alors je vais vous proposer très rapidement le menu. Le menu, aujourd'hui, il se caractérise par une dizaine de points que je souhaite très vite voir un tour à tour avec vous. Le premier, c'est l'inspiration, bien sûr, qui vient de la Révolution américaine, qui est formidable et importante, même fondamentale. D'autre part, très rapidement schématisé, le projet nationaliste et démocratique des patriotes. Était-il indépendantiste? Était-il, ma foi, démocratique, voire révolutionnaire? On verra très rapidement. Ensuite, une alliance des patriotes francophones avec ce qu'on appelle des Township Reformers, dont la plupart sont nés d'ailleurs au Vermont, au New Hampshire, puis dans le Massachusetts. Qui habitent à ce moment-là dans ce qu'on appelle les Eastern Townships, c'est-à-dire l'Estrie, notamment au sud, le long de la frontière. L'escalade militaire, bien sûr, les étapes pour que vous puissiez bien avoir en tête les jalons historiques de cette rébellion.
Papineau. Papineau, chef historique, est connu d'un côté et de l'autre de la frontière. Papineau, dis-je, va précipiter les événements en quittant le Bas-Canada pour les États-Unis, accélérant la rébellion. On va voir comment. Ensuite, avec lui, on se réfugie autour du lac Champlain, tant du côté de Burlington et du Vermont que du côté de Plattsburgh et de l'État de New York. Le rôle en particulier d'un gars comme Ludger Duvernay, modérés contre radicaux qui vont animer une lutte entre Canadiens aux États-Unis. La déclaration d'indépendance, bien sûr, de février 1838, le soulèvement de 1838, le nouvel exode aux États-Unis et enfin la question qui vous turlupine ce midi, mais pourquoi les Américains ne nous ont pas aidés? Alors, c'est une grande question historique, un enjeu qui est réel, tangible, et qu'on va aborder en conclusion. Je sais que je suis tout petit, j'imagine, sur votre écran, mais je vais quand même en profiter pour vous présenter quelques livres en français. Le classique sur ces événements-là, c'est La grosse brique de Gérald Filteau, qui a été adapté par les éditions Septentrion. C'est très bon, c'est aéré, c'est plein d'images. Donc, Histoire des patriotes de Gérard Filteau. J'ai moi-même commis plusieurs bouquins sur cette époque-là, notamment Patriotes et loyaux, mobilisation régionale et leadership en 1837. C'est Septentrion aussi. Un livre événement très intéressant et important, tout récent, La guerre d'indépendance des Canada de Julien Mauduit. Alors, je vais mettre ça dans le chat, là, les références. C'est un livre très intéressant parce que c'est la première fois qu'on a une histoire parallèle des patriotes américains et des patriotes québécois. En français, un bon livre d'Alucy C. Wonk qui s'appelle Les États-Unis et le monde au 19e siècle. Il y a une quantité de livres en anglais, bien sûr, sur le sujet, mais celui-là en français est très bon. Un livre très intéressant sur Ludger Duvernay, dont je vais parler dans un instant. Ludger Duvernay a passé 3 ans exilé au Vermont et il a fondé un journal et tout le reste. On a une belle édition de sa correspondance là-bas. C'est très intéressant, les lettres qu'il envoie aux autres exilés qui tentent à ce moment-là de s'organiser. Une biographie parmi d'autres, hein, d'un patriote très mal connu. Même les patriotes en ligne qui viennent du Québec ne connaissent sûrement pas John C. Ryan, qui est un patriote irlandais de Québec, qui va être journaliste, qui va fonder notamment à Swanton un journal qui s'appelle le North American et qui était un des radicaux avec Robert Nelson et Cyril Octave Côté. Très belle édition au Pointe du jour à Joliette. Voilà. Alors, si vous me permettez, on casse la croûte si vous vouliez. Bon appétit. Alors, effectivement, inspiré de la Révolution américaine, j'ai pas besoin de vous rappeler que les États-Unis font l'envie du monde occidental à ce moment-là. Il y a une réussite indéniable au niveau économique. Alors, dans certaines instances, en 1837, il faut se situer, les États-Unis connaissent un boom extraordinaire. Ils viennent de fonder des États comme l'Illinois, comme le Michigan, my God, toute la frontière vers le Mississippi est ouverte. Il y a un développement très rapide aussi de la navigation à vapeur, notamment sur le lac Champlain, puis sur le Hudson River. Il y a bien sûr donc un développement économique rapide, tandis qu'au Canada, ça va pas bien. Le Haut-Canada, l'Ontario actuel, est en sous-développement. Elle ne s'est toujours pas remis de la guerre de 1812. Le Bas-Canada aussi est engagé dans une crise agricole. Le gouvernement britannique est corrompu, maltraite ses sujets. Il y a beaucoup de mécontentement. Alors, juste au niveau économique, on regarde avec envie les États-Unis en 1837. D'autre part, la Révolution française, hein, on pense tout de suite, ça pourrait être l'exemple, oubliez ça. Jamais les patriotes même ne prononcent le mot de Révolution française en guise disons, d'inspiration. Il faut savoir que les Britanniques, pendant la Révolution française et Napoléon, ont émis beaucoup de propagande contre la France au Canada. Même les Canadiens français, à ce moment-là, sont effrayés. Pour eux, là, la Révolution française, la Bastille, là, c'est Robespierre, c'est la terreur, c'est la guillotine. Alors, donc, il n'est pas question de s'inspirer des grands principes de la Révolution française. À ce moment-là, ça aurait vraiment nui à la cause patriote.
Les modèles, évidemment, même dans les mots, on imite la Révolution américaine. Faut voir le mot, le boycott, par exemple, le concept de boycotter les produits britanniques, le Boston Tea Party, etc. Tout ça, les patriotes s'inspirent de la Révolution américaine, pratiquement mot pour mot. Sons of Liberty du Massachusetts devient Fils de la liberté à Montréal, le même type d'organisation. 92 résolutions, la plupart des gens l'ignorent, mais on connaît ça, c'est la grande revendication patriote. Hein? En 1834, les 92 résolutions. Alors, pourquoi 92? C'est à cause des 92 résolutions de la Constitution de la Pennsylvanie. Alors, c'est vous dire, on va même imiter le nombre de résolutions. Les comités de correspondance, c'est connu pendant la Révolution américaine, les patriotes fondent aussi les leurs. Donc, il y a un mimétisme de la Révolution américaine qu'on cherche à imiter. Papineau ne s'en cache pas, surtout après la rébellion, il est annexionniste. Il est annexionniste peut-être davantage que Donald Trump d'ailleurs, tellement il est soucieux de quitter la tutelle britannique. Et là, on s'étonne, hein? Le grand chef patriote, quoi souhaitait-il qu'on se noie dans le melting pot américain? Non, bien sûr, mais il préférait, écrit-il, vivre dans une république libre que de vivre sous la tutelle monarchique de la Grande-Bretagne, quitte à prendre le risque pour notre culture et notre identité. Un vrai républicain. Enfin, on espère un soutien des États-Unis. C'est très clair. Papineau veut le soutien des États-Unis dès le départ. Il dit même, dès 1838, on ne fera plus la rébellion parce qu'on n'a pas l'appui des Américains. Faire la rébellion sans l'appui des États-Unis, c'est un suicide. D'ailleurs, il a un bel exemple à ce moment-là, c'est le Texas. Le Texas est un pays libre, indépendant depuis 1836, juste avant. Ça fait l'actualité. Là. Le Texas, c'est l'Ukraine de 1837, parce qu'il vient de quitter le Mexique et il essaie de devenir un pays indépendant. Or, les États-Unis, en 1837, sont très attentifs au Texas. Ils souhaitent annexer le Texas. Ils vont encourager Sam Houston, ils vont soutenir la cause de Davy Crockett, etc. Et ça, Papineau le voit. Papineau voit que les États-Unis sont à l'affût de nouvelles annexions et il voit tout naturellement que les États-Unis pourraient souhaiter se mêler de la rébellion. Enfin, il y a néanmoins des différences. Si en 1776, les Américains veulent l'indépendance et une république, et que tout cela est clair depuis la déclaration d'indépendance, rien d'aussi clair du côté des patriotes. On cherche d'abord et avant tout à mener une lutte constitutionnelle pour contrôler le budget et pour faire valoir le principe d'élection. En somme, même si on n'aura peut-être pas le temps d'entrer dans les détails, la lutte patriote est plus une lutte démocratique qu'une lutte indépendantiste. J'espère que ça va. Pour le reste, c'est quand j'ai une seule minute pour expliquer le programme des Patriotes, hein, ça peut être compliqué, mais si j'ai une seule minute, en général, je sors cette diapo-là. Combat nationaliste et démocratique. À que cela veut dire? C'est 1791. En 1791, il y a une nouvelle constitution. Cette constitution-là, elle dit deux choses. La première, on fonde le Bas-Canada. C'est une colonie, pas de doute, mais le Bas-Canada, à côté du Haut-Canada, est une colonie à 90 francophone. Donc, des circonstances, quand la Grande-Bretagne fonde le Bas-Canada et qu'elle décide que ça va recouper 90 de francophones, même si ce n'est pas indépendant, même si ça demeure une colonie, c'est néanmoins ce qu'on appelle un foyer national. C'est-à-dire que ça crée le potentiel pour qu'on puisse souhaiter aspirer à l'indépendance. C'est pour ça que j'utilise un presque pays. C'est-à-dire qu'on met en place les ingrédients susceptibles de proposer, en somme, que le Bas-Canada puisse devenir la République du Bas-Canada. Un peu comme aujourd'hui avec le mouvement souverainiste, nous avons une chose qui s'appelle la province de Québec. Alors, la province de Québec n'est pas indépendante. La province de Québec n'est même pas un État constitué comme tel. Mais c'est quand même un foyer national. Et c'est pour ça que quand les indépendantistes québécois souhaitent l'indépendance, ils n'ont qu'à prendre la province de Québec et l'appeler la République du Québec. C'est un peu le même genre de situation auquel font face les patriotes et les Canadiens français. Deuxième élément, c'est qu'en 1791 toujours, on crée un parlement. Un parlement avec une chambre élue, au suffrage quasi universel des paysans, hommes bien sûr. Mais
presque démocratique, parce qu'il y a des institutions ici en rouge qui viennent de la couronne et qui provoquent des conflits avec les députés. Donc, un presque pays et une presque démocratie. En somme, c'est pratiquement faire sentir l'odeur exquise de l'indépendance sans l'offrir tout à fait. Je pense que ça peut permettre de comprendre pourquoi ce mouvement-là fut à la fois très nationaliste, mais aussi très démocratique, ouvert sur la différence et le désir d'avoir une véritable démocratie. D'ailleurs, Papineau le dit très bien lui-même dans une belle citation. Il dit d'abord, c'est dans le discours de Saint-Laurent de 1837, nous travaillerons sans peur et sans reproche, comme dans le passé, à assurer à tout le peuple, sans distinction, les mêmes droits, une justice égale et une liberté commune. Qu'est-ce à dire? Tout le monde est bienvenu dans le party, comme on dit. C'est-à-dire que francophones, anglophones, autochtones, immigrants, vous êtes venus, nous vous proposons un État libre ou une justice égale. Mais en revanche, il ajoute dans le même discours, la langue et la culture sont la propriété sacrée du peuple. Elles doivent donc, par conséquent, être défendues avec ferveur par ses représentants. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que Papineau, en grand démocrate, dit « Je vais respecter les droits de tout le monde ». Cependant, 90% de ce tout le monde parle français et est catholique. C'est donc normal de défendre en priorité le fait français et de le considérer comme un attribut de la République. Vous comprenez, aux États-Unis, vous avez fait un choix différent. Vous avez fondé une république sans vous soucier de la langue. Il y a même eu un vote au Congrès pour que ce soit l'allemand qui soit la langue officielle des États-Unis. Il y avait beaucoup d'almanophones en 1776. Au Québec, en revanche, la question de la langue fait partie intégrante du projet patriote puisqu'on souhaite défendre un attribut. C'est comme si on disait le droit, la liberté d'expression, la liberté de conscience et le droit de conserver sa langue et ses usages. C'est comme si ça fait partie du corps représentatif. En ce sens, ils peuvent être libéraux, démocrates et en même temps nationalistes. Bon, qui c'est qui peuple le Bas-Canada à ce moment-là? Une carte très intéressante qui nous montre où sont les groupes linguistiques. J'imagine que c'est une question qui vous intéresse. En bleu, bien sûr, la majorité francophone. Ils sont de 85 à 90 %. Ils sont rivés, comme vous le voyez, le long de la vallée du Saint-Laurent, du Richelieu ici et de la Yamaska. En revanche, des minorités de langue anglaise. Je les situe. La principale se trouve à Montréal. En 1837, il y a environ 20 000 anglophones à Montréal. C'est la plus forte communauté anglophone de toute l'Amérique du Nord britannique. Au nord, intéressant, il y a des communautés écossaises. Les gens du Québec connaissent bien des noms de cantons comme Rawdon, Chertsey, New Glasgow à côté de Saint-Jérôme ou, mon Dieu, Saint-Andrew ou Saint-Argenteuil dans Deux-Montagnes. Des petites communautés d'Écossais anglophones. Il y a par ailleurs, les United Empire Loyalists, les fameuses loyalistes dont vous avez entendu parler, qui ont fui la Révolution américaine, ils vont jouer un rôle très important dans notre histoire. On les retrouve à ce moment-là dans 3 petits blocs. Dans le coin de Hemingford-Franklin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, autour de Covey Hill. Ils sont aussi dans le Haut-Richelieu, autour de Hodeltown, Lacolle et, ma foi, Henryville. Ils sont par ailleurs dans le long du chemin de Saint-Armand, c'est-à-dire Phillipsburg, Fredericksburg et, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là, Highgate, etc. Il y a aussi une autre communauté anglophone qui, elle, va nous intéresser beaucoup. Ce sont les Yankees, comment je pourrais dire? C'est des Américains républicains qui sont arrivés après et qui sont très différents des loyalistes. Eux, ils sont là souvent après être nés dans les États-Unis, etc. Ils sont arrivés entre 1815 et 1830 et ils vont s'allier aux patriotes. Ils vont s'allier aux patriotes parce qu'ils sont républicains, parce qu'ils n'aiment pas la reine d'Angleterre, puis parce qu'ils trouvent que le programme patriote, républicain et libéral est beaucoup mieux que le programme monarchiste. Imaginez que vous ayez un immigrant américain en 2025 qui s'installe, je ne sais pas moi, à Magog. Et la première chose qu'on lui demande, c'est de jurer allégeance au roi Charles III. Est-ce que vous me comprenez que ces gens-là, américains, avaient de l'intérêt dans le programme Patriote? Si bien que, là, je vais plus en détail, si bien que si on replace à petite échelle ces alliances-là, on a un réseau. Je me demande si vous connaissez bien la région du sud des cantons de l'Est. C'est une région très riche au niveau politique et social où on avait ces 2 groupes-là.
Les loyalistes qu'on retrouve surtout à Fredericksburg, Granby, Sherbrooke et Richmond. C'est un petit réseau très, très lié, très soudé, très monarchiste, très loyaliste. En face d'eux, un autre réseau, pardon, en face d'eux, un autre réseau qui lie des immigrants américains de fraîche date. On les retrouve où? Si vous êtes déjà allé dans le sud des Cantons de l'Est, vous allez voir dans ces petites villes-là que je vais mentionner, on voit beaucoup l'esprit Yankee. On voit que ce n'est pas un esprit loyaliste du tout, du tout. Je pense à Stranbridge, Bedford. Je pense à Dunham, je pense à Stansted et je pense d'une certaine mesure à, comment ça s'appelle, le lac Mississippi, là, Frampton, etc. Non, c'est pas ça. Atlee. Et c'est dans BB Plain, Stansted, c'est particulièrement vrai. Tu vois, c'est très, très proche culturellement des États-Unis. La plupart des gens qui habitent là ont de la famille dans le Vermont. Ils vont souvent au Vermont. Et il y a des assemblées patriotes, même dans ces coins-là, où des gens du Vermont viennent participer. En même temps, ils en profitent pour voir leurs parents qui habitent là. Donc, on n'est pas habitué de voir des différences en anglophone. Il y en a en 1837. Ça va toujours, j'espère. Donc, si on replie cette communauté à plus grande échelle, Montréal est là, le lac Champlain est là, ce réseau-là a des échanges avec les États-Unis, des échanges commerciaux en particulier. Des États-Unis, à ce moment-là, toujours par le lac Champlain, qui est un lieu, qui est une place qui se développe très, très vite en 1837. Hein? C'est sillonné de bateaux à vapeur, d'embarcations, de goélettes. Bref, les Canadiens importent du tabac, du sucre, du gin. Surtout soit du gin, soit la baie de Genève, le Geniver, ou des textiles, déjà qu'on commence à produire. En revanche, ils importent des Canadiens déjà du bois, des engrais, surtout de la potasse, de la cendre pour engraisser les champs, de la fourrure encore, bien sûr, puis du cuivre. Il y a des petites mines de cuivre qu'on commence à développer, puis ça intéresse beaucoup des Américains qui vont bientôt inventer le télégraphe. Euh, Par conséquent, c'est dans ce contexte-là que commence ce qu'on appelle l'escalade militaire. Alors, si je présume que toujours tout va bien, que vous êtes à l'antenne, vu que le temps nous est compté, il est déjà 25, je vais y aller avec les étapes de la crise de 1837. Donc, on pense souvent patriotes, rébellion. C'est pas le cas. Ils ont utilisé tous les moyens démocratiques à leur portée avant d'utiliser les armes. Et comme vous vous en doutez, ils ont utilisé des moyens comme la pétition. La pétition est dans le droit britannique et américain une institution très importante parce que ça sert à faire entendre la voix des citoyens. Peu importe, ils en ont signé autant comme autant des pétitions, notamment en 1827 et en 1834. Voyant que c'est inutile, ils votent les fameuses 92 résolutions, un programme destiné à adresser à la Grande-Bretagne des requêtes, des demandes. C'est l'époque, en somme, où vous connaissez peut-être l'histoire de Benjamin Franklin, qui a fait autant comme autant des représentations à Londres, notamment quand il était ambassadeur du Congrès à Londres. Ben, les Québécois font la même chose à compter de 1834. Et voyons, ça, c'est très créatif. À partir de 1835, les députés patriotes font la grève. Alors, imaginez, là, c'est comme si les congressmen, là, ils n'allaient plus siéger au Congrès et des circonstances, ça bloque évidemment le vote des lois et tout le reste. Mais c'est un moyen pacifique. En somme, on boycotte les institutions parlementaires. Aussi, c'est intéressant, c'est qu'on annule les lois qui permettent de percevoir des taxes. C'est un peu technique, mais grosso modo, on veut ainsi affamer la fonction publique britannique en lui enlevant son pouvoir, bien sûr, de percevoir des taxes et de voter, en somme, de pouvoir payer ses fonctionnaires. Les moyens vont devenir de plus en plus radicaux. On va utiliser à partir du 137 un moyen que les Américains connaissent bien, la contrebande et le boycottage. On cherche ainsi à soutenir l'achat chez nous, les productions locales et tout le reste. Et surtout la contrebande avec les États-Unis. Ça, c'est peu connu, mais tandis qu'on arrête d'acheter des produits britanniques, on encourage tout un chacun à avoir des échanges de contrebande avec les États-Unis. Papineau dit lui-même, arrêtons de voir le contrebandier comme un criminel. Au contraire, c'est un grand patriote parce qu'il va chercher aux États-Unis ce qu'on ne va plus chercher en Grande-Bretagne. Donc, il y a vraiment un désir là, de tendre la main à des partenaires économiques américains. À partir de juin, il y a des assemblées publiques comme celles qu'on voit sur l'image. J'en ai compté plus de 122. Des assemblées qui réunissent parfois quelques dizaines de personnes, mais parfois jusqu'à 5000 personnes. C'est énorme là, dans des villages qui ont parfois même pas 100 habitants.
À partir de juillet, c'est la démission des fonctionnaires patriotes. Carrément, les professeurs, les enseignants, les magistrats démissionnent, y compris les policiers, ce qui cause un problème, évidemment, de gestion de la vie sociale. Ensuite, il va y avoir des élections des magistrats par et pour le peuple. C'est comme si mon Dieu, le Justice of the Peace ou ben, comme aux États-Unis, en somme, à l'époque, les magistrats souhaitent être élus par le peuple. Donc, on remet sa démission au gouvernement britannique et on va chercher son mandat auprès des assemblées populaires. Euh, Là, ça commence à partir de septembre des charivaris. Peut-être la plupart d'entre vous ne savaient pas ce que c'est. C'est une tradition française consistant à faire du grabuge la nuit. On s'habille en carnaval, mais c'est une comédie, il y a souvent de l'alcool qui est mêlé à ça, mais c'est quand même terrorisant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent la nuit vous chahuter devant chez vous, notamment parce que vous êtes un adversaire des patriotes. Alors, ce n'est pas en soi, là, il n'y a pas des attentats, même s'il va y avoir quand même quelques morts. Mais néanmoins, c'est davantage mettre le feu à la grange, couper la crinière du cheval, bref, déranger, en somme, mais ce n'est pas une rébellion ouverte. En revanche, quand le gouvernement britannique émet des mandats d'arrêt contre les chefs patriotes, il provoque l'entrée en scène des militaires et donc, à partir de ce moment-là, la résistance devient une résistance armée. On a des batailles en novembre à Saint-Denis, à Saint-Charles, puis à Saint-Eustache. Je pense que ça vous dit quelque chose. Donc, la table est mise. Les rébellions ont commencé. Vont faire les patriotes? Papineau, à ce moment-là, qui est à Montréal, sur la rue Bonsecours, doit faire un choix. Soit je reste, j'accepte d'être arrêté pour pouvoir me défendre lors d'un procès, soit je m'en vais. Et si je m'en vais, je vais bien sûr aller vers Jonathan, vers Uncle Sam, je vais aller aux États-Unis. Et c'est la décision qu'il prend le 17 novembre. Bon, c'est un avocat, chef du Parti patriote depuis une éternité. Il est admirateur des institutions américaines. Il est opposé au recours des armes, mais souhaite utiliser les mêmes moyens que le Congrès de 1776, c'est-à-dire le boycott et la lutte pacifique. Il s'exile le 17 novembre. Il va passer par Burlington, Saratoga Springs, Philadelphie. À Philadelphie, voyant qu'il n'y a rien à faire avec les Américains, il va prendre le bateau pour Paris. Ça, c'est une autre histoire, une autre conférence. En attendant, son chemin est très intéressant. Si vous regardez le chemin que parcourt Papineau quand il quitte, il y a eu d'abord une bataille le 6 novembre 1837 à Montréal. Cette bagarre-là, elle va mener au départ de Papineau qui voit que c'est devenu dangereux pour lui et d'autres patriotes de rester à Montréal. Il quitte donc Montréal, s'en va d'abord à Pointe-aux-Trembles puis à Varennes. Mais regardez ce qui se produit. Au fur et à mesure que Papineau quitte Montréal, les batailles se multiplient. Pourquoi? Parce que les Britanniques tiennent absolument à s'en emparer. Ils vont donc chercher à intercepter Papineau d'abord à Saint-Denis, puis à Longueuil, puis ils vont tenter de l'intercepter à Philipsburg. À chaque fois, des patriotes sont là pour couvrir leur chef. Je n'ai pas le temps, bien sûr, de rentrer dans le détail de chacun de ces affrontements-là. Mais il demeure que le départ de Papineau est contemporain des principaux affrontements de 1837 parce qu'on veut absolument éviter que le chef patriote soit fait prisonnier. Alors, en attendant, c'est dès le 1er décembre, il est à Swanton et il va ensuite se diriger vers Albany où il va être le 5 décembre. Il passe Noël ensuite à Saratoga Springs où il va rester presque un an. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater donc qu'avec lui, des dizaines de personnes le suivent. Tout le monde veut aller aux États-Unis pour ne pas se faire arrêter. Parce que les États-Unis, qui ne s'occupent pas du conflit, néanmoins, n'accepteront pas que des troupes britanniques viennent sur leur sol arrêter des patriotes. Vous me saisissez bien. Fait qu'ils acceptent que des gens viennent se réfugier sur leur territoire, mais ne leur offrent nulle immunité et ne prennent nullement parti là-dedans. Mais néanmoins, c'est l'endroit où les patriotes trouvent refuge. Les chemins de l'exil sont, je pourrais les décrire. Il y a des chemins qui passent, par exemple, l'un par la rivière Chateauguay, qui permet de déboucher dans les Alleghanies. Une autre qui va passer par la Beauce, par le Kennebec Road jusqu'au Maine. Une autre qui va passer par la rivière Saint-François jusque dans le New Hampshire. Mais la plus populaire,
c'est la route rapide par le Richelieu et Champlain Lake. C'est là que plus de 300 d'entre eux vont trouver refuge on va les voir s'installer donc à partir du Haut-Richelieu vers d'abord de l'État de New York, Rouse's Point, Champlain, Chazy, Plattsburgh. C'est surtout à Rouse's Point qu'on les retrouve d'abord. Et là, ils sont un peu dépenaillés. Bon nombre aussi vont se diriger vers Albert. Albert, il y a deux Albert, Albert puis Albert Springs, là. Ne pas les confondre, mais en attendant, Albert devient une grande destination. Swanton, qui est la grande ville du nord du Vermont à ce moment-là, Saint Albans et Burlington. Donc, c'est le nord du Vermont qui est concerné par les rébellions patriotes. Ils sont 300, on sait où ils sont et surtout, ils se parlent entre eux. Ils se parlent entre eux parce qu'ils ne parlent pas anglais la plupart. Et donc, ils cherchent, ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas la langue, mais en revanche, ils sont souvent qualifiés. Ils sont avocats et surtout médecins. Les médecins sont toujours très populaires partout. Alors, les médecins patriotes vont tout de suite se trouver un emploi et vont se rendre utiles sur place. C'est là qu'on va voir le rôle de Ludger Duvernay. Ce nom-là, vous êtes peut-être familier, vous êtes sûrement familier en fait. Il est bien connu parce qu'il est l'imprimeur du journal patriote La Minerve, qui est le grand organe de la voix des patriotes au Bas-Canada. Et il est aussi le fondateur de la Fête nationale du Québec. Et c'est lui qui l'a fondé en 1834, donc la Saint-Jean-Baptiste, que vous célébrez aussi aux États-Unis. En plus, il est exilé aux États-Unis et à Burlington. Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il fonde un journal, le Patriote canadien, un journal qui va vivoter pendant un an, mais qui est surtout le focus, le carrefour des exilés aux États-Unis. Avec eux, il a une correspondance avec tout ce monde-là. Et grâce au livre de Jonathan Lemire, on est au courant de tous ces correspondants canadiens-français aux États-Unis. Ceux qui sont au Michigan, au New Hampshire, au Massachusetts, tout ce monde-là se parle et ils essaient de planifier une riposte à la Grande-Bretagne. Alors, ça va donner des comptes rendus pathétiques. Il y en a qui ont faim, qui n'ont pas d'argent. Il y en a qui sont acculés à la famine. Ils ne sont pas toujours bien accueillis, mais leurs bienfaiteurs sont quand même là. Donc, ils vivent comme des exilés ensemble, sans ressources, coupés de leur famille. Et c'est très émouvant de lire les comptes rendus de ces gens-là, mais aussi les beaux gestes de générosité des Vermontois et des Vermontoises à leur endroit. Il va fonder aussi une société secrète. Effectivement, Ludger Duvernay est franc-maçon. Il est franc-maçon et il voit bien que les Britanniques envoient des espions pour suivre les patriotes aux États-Unis. Hein? C'était prévisible. Alors, Ludger Duvernay a dit, il faut fonder une société secrète pour éviter que les Britanniques puissent nous espionner et ça soit au courant de nos plans. Alors, ça va s'appeler les Hunters Lodges. C'est aussi connu, c'est d'abord fondé en anglais, puis ça s'appelle les Frères Chasseurs. C'est comme une organisation, là, comme la franc-maçonnerie. C'est très hiérarchisé, avec un grand commandeur secret que personne ne connaît et tout le reste. Et ils vont assermenter des gens comme ça, autant aux États-Unis, au Vermont, puis New York beaucoup à ce moment-là, qu'au Bas-Canada, où il y a ce qu'on appelle des cellules chasseurs qui sont fondées, des sections chasseurs un peu partout en vue de préparer la riposte. Parce qu'il n'est pas question de juste rester aux États-Unis exilés. Il faut maintenant se préparer, trouver des armes, de l'argent, des appuis et surtout convaincre le gouvernement américain de nous appuyer. Alors, là-dessus, il y a deux positions. Bien sûr, il y a une réunion très importante qui se déroule à Middlebury. Middlebury, vous voyez ce que c'est au sud c'est dans le bout de Ticonderoga. Middlebury, donc, il y a une réunion très importante d'exilés canadiens qui se tient là le 2 janvier 1838. Alors, à cette réunion-là, Papineau est là, Ludger Duvernay est là, à peu près tous les chefs patriotes exilés sont là. Ils doivent décider d'une chose, que faire? Que fait-on? Alors, il y a bien sûr, vous l'aurez compris, deux positions. Il y a les radicaux qui sont installés à Swanton, autour d'un gars qui s'appelle Robert Nelson, qui est un médecin de Sorel, allié à la famille d'ailleurs de Horatio Nelson, l'amiral anglais. Il y a aussi John Ryan, un patriote irlandais de Québec, et il y a le député patriote Cyril Octave Côté, qui font partie de ce groupe-là qui disent vite, il faut envahir le Canada. Il faut partir, il faut soutenir la rébellion. On va s'installer aux États-Unis, puis on va attaquer le Canada. On va provoquer ce qu'on appelle des conflits frontaliers.
Hein? Vous connaissez le truc. Il y a des conflits qui poussent de plus en plus la Grande-Bretagne et les États-Unis à entrer en guerre. Et ça, une guerre, c'est parfait pour nous. S'il y a une guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, on va pouvoir en profiter pour s'allier à Uncle Sam. C'est une position qui est courageuse, mais qui est oiseuse, parce que les Patriotes n'ont pas les appuis, puis ils risquent de beaucoup souffrir dans l'opération. Il y a donc des modérés. Ces modérés-là, on les trouve autour justement de Ludger Duvernay et de Papineau. Eux, ils disent c'est inutile de tenter une nouvelle rébellion sans l'appui formel des États-Unis. Encore une fois, l'histoire leur donne raison. C'est un peu comme l'Ukraine contre la Russie à l'heure actuelle. Il est illusoire que l'Ukraine puisse poursuivre sa guerre si elle n'a plus l'appui des États-Unis. C'est exactement la position de Papineau et de Duvernay. Oh, pardon. Qui souhaite donc vous avez perdu la caméra, mais vous allez survivre. Donc, je, je rappelle donc que ces radicaux-là sont les premiers à entrer en action. Ils vont donc s'efforcer de stimuler l'entrée en guerre des États-Unis en déclarant l'indépendance exactement comme avaient fait les Américains. Alors, ils vont d'abord et avant tout voler des armes. Ils vont s'emparer d'un dépôt d'armes dans l'État de New York, à Elizabethtown, et à partir de là, ils vont tenter une petite invasion à Caldwell Manor en février 1838. Ils déclarent l'indépendance du Bas-Canada. Vous en avez le texte ici. Et ce texte-là, donc, représente, dis-je, à peu près les grandes résolutions patriotes. République indépendante, liberté d'expression et de religion, abolition de la tenure seigneuriale, littéralement là, le système des seigneuries. Le suffrage universel, bien sûr pour les hommes, mais on ne parle pas des femmes là-dedans. Mais en revanche, on parle des Autochtones qui doivent avoir désormais des droits égaux, y compris le droit de vote. Égalité du français et de l'anglais, bien sûr, c'est intéressant. Et abolition de la peine de mort, éducation gratuite et laïque. Donc, pour vous, c'est des choses qui sont OK, notamment au Vermont. Mais en revanche, à l'époque, c'était révolutionnaire et très progressiste. Avec ces résolutions-là, les patriotes tentent de séduire les Américains. Ils tentent, en somme, de leur dire, regardez, nous voulons simplement faire comme vous avez fait. Alors, ça va bien sûr être sans lendemain. On va proposer à ce moment-là, au lendemain de cette déclaration-là, d'envahir le Canada. La stratégie est de soulèvement général le 3 novembre 1838. On compte alors sur deux choses. On veut d'abord provoquer des désordres au Bas-Canada. On a commencé. Caldwell Manor, c'est dans le coin de Clarenceville, dans le Haut-Richelieu. À Potton aussi, ça c'est dans le bout de, vous connaissez sûrement Troy, dans le nord du Vermont, sur le bord, et Newport, bien sûr, au sud du lac Memphremagog. C'est là que les Patriotes tentent une incursion afin de faire une diversion. C'est en novembre 1838. Mais surtout, des soulèvements un peu partout. Alors, ces soulèvements-là, on tente de complètement déborder l'armée britannique. Les chasseurs, les hunting lodges du Canada vont entrer en action. Ils rentrent en action à Beauharnois, à Châteauguay, à Sainte-Martine, à La Prairie, mais aussi à Terrebonne et à Montarville, ce qui est équivalent aujourd'hui de Boucherville. Ces soulèvements-là s'avèrent très peu importants, si bien que néanmoins, on tente pendant ce temps-là d'envahir le Canada. Robert Nelson avait quand même un nombre impressionnant d'hommes, 2000, marche sur le Bas-Canada et s'empare du village de Napierville, d'où il veut lancer une grande invasion. Le plan consiste à s'emparer de Montréal et d'attendre que l'hiver s'installe pour qu'on puisse organiser le Bas-Canada. Ça ne fonctionne pas. Les Britanniques ont à ce moment-là reçu des renforts entre-temps et John Colborne quitte Montréal et écrase les Patriotes lors de deux batailles à Lacolle et à Odelltown. Quelques-uns réussissent à se sauver aux États-Unis, mais la plupart sont soit tués, soit arrêtés. Ça va toujours? Bon, deuxième rébellion qui échoue. On va donc se retrouver avec une nouvelle dispersion aux États-Unis. Entre-temps, la répression est très dure. 1422 prisonniers, 12 pendus, 86 exilés ou bannis, soit en Australie, aux Bermudes, ou bannis, c'est-à-dire aller ailleurs. Vous êtes plus persona non grata, comme on dit, au Canada. La loi martiale va durer 4 ans, donc pas de parlement, pas de droit constitutionnel pour personne. Union forcée avec l'Ontario, c'est l'acte d'union. Et le rapport de Rame, que vous connaissez sans doute, c'est-à-dire la mise en place d'une politique d'assimilation.
Ils seront ensuite 500. 500 qui vont, là, vont partir pour les États-Unis et qui ne reviendront pas. C'est plus les mêmes. Ils ne s'installent pas à Swanton par Rouse's Point. Là. Les autres, ils s'installent carrément dans les grandes villes, à Boston, à Providence. On va les retrouver à New Haven. On va les retrouver aussi loin qu'à Chicago. On va les retrouver à Springfield, Illinois. Bref, ils vont se disperser. C'est les gens qui ne vont jamais revenir parce qu'ils savent que s'ils vont au Canada, ils vont être arrêtés ou pire encore. Bon nombre vont connaître des destins remarquables. Je pense à un gars comme François Jean d'Avignon, qui va devenir médecin à Elizabethtown et qui va devenir un citoyen émérite, qui va même être médaillé pendant la guerre de sécession. D'autres vont devenir maires de municipalités, des avocats, des gens prestigieux. Bon nombre, en revanche, vont connaître un destin plus modeste. Ils vont devenir ouvriers et bon nombre vont participer aussi au Gold Rush de 1849 en Californie. Donc, la mémoire a un peu perdu leurs traces, mais c'est eux qui inaugurent le fameux exode vers les États-Unis. Vous savez de quoi je parle. À partir de 1840 jusqu'à la grande crise, il va y avoir presque 1 million, 800 000 Canadiens français qui vont quitter le Québec pour aller aux États-Unis. Ben, ceux qui ont ouvert la marche, ce sont ces 500 réfugiés patriotes. Parce qu'une fois qu'ils sont aux États-Unis, ils vont écrire à leur famille, ils vont garder des liens avec le Canada et ils vont devenir un peu les Pathfinders, les pionniers de l'exode des Canadiens français aux États-Unis. En ce sens, donc, leur contribution est importante. J'espère que vous allez bien, que c'est correct, parce que là, je voudrais prendre prendre un peu de recul sur les événements, puis aborder une question qui nous intéresse tous à ce moment-ci. Vous n'êtes pas sans savoir que les relations entre le Canada et les États-Unis sont très d'actualité ces temps-ci. Le président élu, le président en fonction, Donald Trump, n'a pas caché son intention d'annexer les États-Unis. Alors, ce qui se produit, c'est que, dis-je, c'est que est-ce que vous m'entendez bien? Oui, hein, il y a le son qui est. Ah, ça, c'est pas branché. Oui. OK. Donc, ce qui se produit, c'est que pour la plupart au Canada, c'est une folie. Voyons donc, Trump est tombé sur la tête. Mais les seuls qui ne trouvent pas que c'est une folie, les seuls qui ne trouvent pas que Donald Trump est tombé sur la tête, ce sont les historiens. Parce que les historiens connaissent l'histoire des États-Unis et ils savent qu'à bon nombre de moments dans leur histoire, ils ont été d'un très grand expansionnisme. Vous connaissez l'histoire de la guerre contre le Mexique, vous connaissez l'histoire de la guerre contre l'Espagne et Cuba, la conquête des Philippines. Vous savez ces choses-là. Et au Canada, on vit sous l'impression que la relation entre les États-Unis et le Canada sont éternelles. Alors que les États-Unis ont déjà tenté à pas moins de 3 reprises d'envahir le Canada. Qu'est-ce qu'il y en est en 1837? D'abord et avant tout, il y a 3 hommes qui vont jouer un rôle rapide. Le gouverneur du Vermont, Silas Jennison, qui va émettre dès décembre un avis de neutralité. Vous êtes bienvenus aux États-Unis, mais ne mettez pas le trouble et surtout ne provoquez pas du désordre à la frontière. Il va être suivi par le gouverneur William Marcy de New York qui va dire à peu près la même chose. Quant au président des États-Unis, Martin Van Buren, qui vient d'ailleurs du coin, hein, je pense qu'il est né au New Hampshire. Donc, Martin Van Buren, lui, va annoncer le 2 janvier 1838 l'avis de neutralité des États-Unis. Bang! Le coup tombe. Vous pouvez rester aux États-Unis, mais si vous commettez des crimes d'extradition, mettons des crimes sur la frontière, vous serez arrêté et extradé en Amérique britannique. Interdiction pour les citoyens américains d'épauler ces patriotes-là. Pourquoi ça? Pourquoi le gouvernement va s'opposer aux Patriotes en 1838 alors que pourtant, les Patriotes avaient tout fait pour les séduire? La réponse, elle est multiple. Le premier, c'est qu'on vit à ce moment-là aux États-Unis une période particulière. Ceux qui connaissent l'histoire des États-Unis connaissent le nom de Andrew Jackson, qui était président peu avant cette période-là, un président très agressif, très tonitruant, sorte de Donald Trump de son époque et qui détestait les Britanniques. Jackson n'est plus là. Il a quitté en 1836 et pour des circonstances, le nouveau président est beaucoup plus modéré.
On est à ce moment-là dans la période des Area of Good Feelings. Peut-être ça vous y rappelle une chose, c'est une période qui va grosso modo de 1830 à 1845, pendant laquelle les Américains essaient de faire la paix autour. Ils ne veulent pas avoir de problème avec personne, y compris avec la Grande-Bretagne et le Canada. Ça va changer en 1845. Ça va changer rapidement. C'est le président Polk qui est à ce moment-là au pouvoir. Et Polk est un impérialiste. La première chose qu'il fait, c'est qu'il envahit le Mexique. Il conquiert non seulement le Texas, mais aussi l'Arizona, la Californie. Les Américains sont, après 1845, deviennent très agressifs, mais pas avant. C'est ça qui est ironique. Donc, c'est le mauvais moment pour compter sur l'appui des Américains qui tiennent à ce moment-là à la neutralité. J'espère que c'est bon pour vous. Deuxième élément, c'est King Cotton. King Cotton, c'est-à-dire le fait que les Américains, la moitié des exportations des États-Unis sont d'un seul produit en 1837, puis un seul acheteur, la Grande-Bretagne. Alors, dans les journaux à l'époque, on dit, écoutez, d'un côté, il y a Papineau qui rêve de république, qui est bien gentil, mais de l'autre côté, il y a King Cotton qui call the shot. Fait qu'il est bien sûr celui qui va décider de l'appui du Sud. Mississippi, Alabama, Caroline du Sud disent wow, 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 on ne veut pas perdre le marché britannique, c'est crucial pour nous. Vous connaissez la suite. Donc, pas question d'appuyer des patriotes qui vont nuire à nos relations avec la Grande-Bretagne. Ça va être vrai aussi pendant la guerre de sécession, vous connaissez l'histoire. Troisièmement, il y a cette fameuse question de l'équilibre, la ligne Dixon-Mason, ça vous dit sûrement de quoi, qui coupe aux États-Unis la ligne de démarcation entre les États esclavagistes et les États libres du Nord. Il y a à ce moment-là, en 1837, une conjoncture très délicate. Il y a un nombre égal d'États esclavagistes et libres, et cette chimie-là est très particulière. Je vais vous donner un exemple que les gens de New England connaissent bien, c'est le Maine. En 1820, le Sud veut ajouter un État esclavagiste, je crois que c'est l'Arkansas. Sauf que ça briserait l'équilibre. Alors, vous savez ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va scinder le Massachusetts, puis on va faire naître le Maine. Vous connaissez sûrement l'histoire du Maine qui est né en 1820 pour, pour garder l'équilibre entre État esclavagiste et libre. Imaginez maintenant si les États-Unis annexent deux, peut-être trois, quatre, cinq, six nouveaux États libres. Le Bas-Canada, le Haut-Canada, le Nouveau-Brunswick, Nova Scotia. Imaginez, ça ne passerait pas. On aurait eu la Confédération sudiste 30 ans avant. Alors, donc, c'est ça que ça provoque, cette fameuse question de l'équilibre, et qui est un gros débat aux États-Unis à l'époque des Patriotes. Un autre mouvement, c'est l'intolérance aux États-Unis. Vous connaissez, à ce moment-là, vous connaissez peut-être le film Gang of New York, là, les mouvements d'intolérance, WASP, contre l'immigration, notamment étrangère et notamment irlandaise, et en particulier catholique. Il y a un gros mouvement de raciste contre les catholiques en 1837 et qui est connu sous le nom de Know Nothing Movement. C'est une gang ils sont progressistes sur certains plans, mais ils sont très, très anticatholiques. Et ils voient d'un très mauvais œil que l'on ajoute 1,5 million de nouveaux citoyens catholiques dans l'Union américaine. Enfin, c'est très intéressant, ça c'est le livre de Julien Mauduit qui l'a beaucoup montré. Il y a des tensions au sein du mouvement démocrate. Et c'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup aux mêmes luttes qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le Parti démocrate des États-Unis. À l'époque, Bernie Sanders, non, pardon, je vais me reprendre. Le président Martin Van Buren, qui est le président élu démocrate, hein, successeur de Andrew Jackson. Donc, Martin Van Buren est un modéré. C'est le Hillary Clinton du Parti démocrate. Et Hillary Clinton, elle avait deux adversaires en 2015. Elle avait le républicain Donald Trump, mais elle avait aussi le radical Bernie Sanders. Est-ce que vous me comprenez? Fait que Martin Van Buren se retrouve exactement dans la même position. Il doit affronter le nouveau Parti républicain bientôt, ce qu'on appelle les fédéralistes, mais il doit aussi en même temps compter avec ses radicaux au sein du Parti républicain, démocrate. On les appelle les locofocus. C'est une belle expression, c'est la branche radicale. Donc, c'est les woke de 1837. Ils sont, locofocus, c'est une expression pour dire qu'ils s'allument tout de suite, qui est comme Intéressant. une allumette.
Et les locaux-focaux sont des radicaux démocrates très proches des patriotes. C'est eux qui accueillent les Papineaux, c'est eux qui accueillent les Canadiens français patriotes. Et ils comptent sur les patriotes pour rallumer aux États-Unis le radicalisme. Martin Van Buren n'en veut pas. Il ne veut pas de la bisbille dans le Parti démocrate américain et il voit dans la rébellion du Bas-Canada l'occasion de créer du radicalisme qu'il craint par-dessus tout. Il ne veut pas, ensemble, être dépassé par des révolutionnaires au sein même de son parti. J'espère que ces données-là vous permettent de comprendre ce qui se passe. Et avec la crainte du locofocus, la crainte des filibusters. Vous connaissez les Canadiens, on connaîtrait pas du tout la tradition du filibuster, qui est une tradition au Congrès là, de bloquer le gouvernement. Mais même l'expression filibuster, elle est d'abord rédermée à un terme qui vient de l'espagnol, qui va être adapté en français sous le nom de flibustier. Des flibustiers, ce sont des pirates, au sens strict. Mais les États-Unis ont développé une sorte de pirates typiquement américains qu'on appelle les filibusters. Leurs noms parfois sont connus. Un gars comme Sam Houston, Davy Crockett, William Parker, qui va envahir le Nicaragua. Un gars comme Jean Lafitte, peut-être qu'il vous dit quelque chose, qui a participé à la bataille de New Orleans en 1813. Peu importe, les filibusters sont des citoyens américains qui vont faire de la bisbille aux frontières afin de paver la voie à l'invasion américaine. Ce sont des troublemakers par excellence. On va en avoir qui vont s'installer à ce moment-là à la frontière du Kansas, du Texas aussi, afin de provoquer des conflits avec le Mexique. Il y en a aussi qui viennent au Bas-Canada. Un gars comme Benjamin Mott, un gars comme James Carson au Nouveau-Brunswick qui vont fonder la République du Madawaska. Ils sont des troublemakers qui arrivent avec des familles et qui revendiquent leur droit de vivre en citoyen américain au Canada. C'est un vrai problème au Mexique et c'est un vrai problème en Amérique du Nord britannique. Et ça, les Américains ne veulent pas les soutenir parce qu'ils savent que s'ils provoquent des conflits et qu'eux-mêmes sont citoyens américains, ça peut amener une entrée en guerre. Et ça, Martin Van Buren n'y est pas disposé durant la Harry of Good Feelings. Voilà, je voulais absolument faire le tour avec vous de ces questions-là. Je suis prêt si Monsieur Tinkraus est prêt, moi je suis prêt à prendre quelques questions avec vous et je vous promets une chose, c'est de répondre brièvement. Vous savez, les conférenciers, des fois, on leur pose une question, puis ils répondent lentement et longuement. Mais moi, je peux vous donner des réponses rapides à toutes vos questions claires. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous rends l'antenne, Monsieur Tincross. Voilà, voilà, très bien. Euh, il y a, il y a toute une série dans le chat, une série de messages des gens et bon, voilà des questions. Est-ce que vous voyez le chat aussi ou? Ah, je ne vois pas le chat, mais vous pouvez peut-être me poser, monsieur, les questions. Ça va me Oh faire non, plaisir. oui. Euh, Ces temps-ci, les descendants des vétérans canadiens de guerre d'indépendance ont aidé les patriotes exilés. Euh, euh, je, je, je comprends Alors, là-dessus, oui, ce sont des Canadiens qui étaient dans la guerre d'indépendance des États-Unis, je crois. oui, bravo, c'est vrai. Il y a eu des appuis à la Révolution américaine, mais ce monde-là est bien vieux ou bien mort en 1800, en 1837. Euh, En revanche, ceux qui ont aidé les patriotes sont surtout souvent des vétérans de la guerre de 1812. Vous êtes sûrement au courant de cette guerre importante qui s'est déroulée surtout en Ontario, mais les gens qui envahissent le Canada à ce moment-là, les officiers qui sont des retraités à ce moment-là, peuvent beaucoup aider les patriotes, à la fois parce qu'ils sont partisans de l'annexion, ils l'ont prouvé en 1812, mais aussi parce qu'ils ont une expérience militaire, ce que n'ont pas les patriotes. Alors, moi, j'ai trouvé parmi les Vermontois qui appuient les patriotes, bon nombre de vétérans de la guerre de 1812. Ils souhaitent un match revanche. Hein, vous savez, la guerre de 1812, elle s'est finie par un match nul. Et bon nombre d'Américains qui avaient participé à cette guerre vont souhaiter prendre leur revanche en appuyant les patriotes. J'ajouterais que ensuite, ceux qui vont être exilés aux États-Unis vont beaucoup participer à la guerre de sécession.
C'est très important. Mesurer. Dans l'armée de l'Union de 1865, on compte pas moins de 35 000 Canadiens français. Ça, c'est très peu connu. Ils vont partir du Canada où ils viennent et s'enrôlent dans l'armée de l'Union contre la Confédération. Manifestement, il y a des liens profonds qui ont été tissés entre les Canadiens puis disons, les libéraux de cette époque. OK. J'espère que ça répond. OK. Patrick, tu essaies d'indiquer que tu as une question? Oui, d'abord, merci pour cette belle présentation, passionnée et passionnante. C'est très bien. On voit, d'après les cartes que vous avez montrées, que le fort des rébellions se produit près de la frontière, mais on a au Québec quelque chose qu'on appelle l'énigme de Québec. Et donc, des fois, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de turbulence, si on veut, plus au nord dans la région de Québec? Je sais que c'est une grosse question, mais je me demande si vous pouvez en quelques mots l'adresser et nous expliquer pourquoi ça se passe, où ça se passe. C'est bon, j'ai mon petit kit Mystère de Québec pour vous, ça va être efficace. C'est bon. Je dirais qu'il y a trois raisons. La première, c'est que Québec, la ville de Québec, est très prospère en 1837. Et cette prospérité-là, Québec la tire justement de son commerce avec la Grande-Bretagne. C'est l'époque du commerce du bois. Québec, contrairement à Montréal, Québec profite beaucoup du commerce avec la Grande-Bretagne, notamment durant le blocus de Napoléon et le bois qui est exporté là-bas. Il y a donc une prospérité à Québec, tant pour les Canadiens français que pour les Britanniques, qui est associée à l'Empire britannique. La deuxième raison, c'est qu'il y a une rivalité déjà entre Montréal et Québec. Les chefs patriotes, à ce moment-là, sont pratiquement tous de Montréal. Papineau est de Montréal, Denis Benjamin Vigée est de Montréal, Delérimier est de Montréal, Rodier de Montréal et tas d'autres personnes sont des Montréalais. À Québec, on ronge son frein. Il y a une certaine jalousie. Il y a des leaders patriotes à Québec comme Étienne Parent, comme Elzéar Bédard, mais ils se sentent un petit peu mis de côté. La troisième raison pour laquelle il n'y a pas de mouvement à Québec, c'est la citadelle de Québec. En 1837, les Britanniques ont décidé de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont abandonné leur forteresse ailleurs au Canada pour tout concentrer sur la citadelle de Québec. Et quiconque ici est déjà allé à Québec a pu déjà voir cette impressionnante base militaire, qui est justement toute neuve en 1837. Elle a été commencée en 1831 et en 1937, elle est flambant neuve. On vient de couper le ruban. Et c'est une base remarquable qui tient non seulement l'accès au fleuve Saint-Laurent, mais aussi qui tient Québec sous sa coupe. À chaque fois qu'un Québécois a l'idée de se rebeller, il n'a que lever le regard vers la Haute-Ville pour voir la plus grande base militaire britannique hors de Grande-Bretagne pour l'en dissuader. J'espère que ça répond, M. Lacroix. Il y a beaucoup de petits commentaires, etc. dans le chat. Je ne crois pas il y a beaucoup de grands merci des gens aux États-Unis. Et si on regarde les premières, je sais pas, une vingtaine de mots dans le chat, ce sont tous les endroits d'où viennent les gens, les écouteurs, les auditeurs aujourd'hui sur, sur tout cela. Et ce sont des Québécois, des, des Américains de Vermont, de Maine, etc. Parfait. Là, j'ai accès au chat. Si vous me permettez, rapidement, je vais prendre quelques instants. Monsieur Graham peut poser une question. Oui, je voudrais savoir quelle était la situation de la rébellion dans la région du New Hampshire, parce que moi, j'ai des ancêtres qui viennent de Indian Stream. Et c'est probable que les descendants de Indian Stream qui sont liés au Canada, ce sont des loyalistes ou ce sont des patriotes. Ah, la fameuse question. Deux choses là-dessus. La première, c'est que très peu du New Hampshire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine que parce qu'en 1837, le New Hampshire est presque seulement peuplé au sud.
C'est la région de Concord, la région de Portsmouth. Ils sont peu impliqués avec la question canadienne. Entre le sud du New Hampshire puis la frontière au nord, il y a pas grand-chose. Alors, il n'y a pas d'exilés là et j'ai pas beaucoup d'appui. C'est ma réponse rapidement. Quant au Engine Stream, là, je ne sais pas si les gens sont familiers, ce serait une population d'origine Abénaki qui aurait quitté le Canada à la fin du 19e siècle pour s'installer effectivement dans le New Hampshire. C'est très intéressant parce que bon nombre là-dedans parlaient français et ils revendiquent encore aujourd'hui, en 2025, leur identité autochtone. Ce que j'ai compris, c'est que c'est après les rébellions. C'est après. Aujourd'hui, ils jouent un rôle important au New Hampshire, mais ces descendants d'Abenaki venus du Québec sont désormais anglophones et n'ont pas de racines, n'ont pas de lien avec les mouvements démocratiques et révolutionnaires canadiens. Je dirais ça ainsi. Oui, merci. Il y a un commentaire de Patrick Leclerc. Ayant vécu, il est d'origine canadienne, comme vous savez sans doute. Avait vécu et enseigné aux États-Unis pendant plusieurs années. Je dirais que cet épisode est presque complètement inconnu. Ah, Et il parle de la guerre d'Aroostook qui a eu oui, lieu en oui. même époque. Mais je dois dire, personnellement, quand qu'on est quelques semaines passées, quand j'ai dit à des gens qu'on va avoir une conférence sur les patriotes québécois, euh, presque tout le monde à qui je l'ai dit, ici à Vermont, m'ont dit, patriote, quel patriote québécois? Ils ne savaient bien, ils ne savaient bien rien. Et ce sont des gens qui vont assez souvent au Québec, ils vont à Montréal, ils vont à la ville de Québec, etc. Et donc, j'espère qu'avec cette conférence, il y aura un peu plus de connaissances de cela. Mais en général, personnellement, nous sommes déménagés à Vermont, d'ailleurs, et même j'étais né au Connecticut et puis je suis venu à Vermont faire du ski quand j'étais petit, etc. Je me suis rendu compte, après de déménager à Burlington il y a 5-6 ans, que je connaissais presque rien de l'histoire du Canada. Et c'est Oui, vrai, aux États-Unis, c'est pas enseigné. Et ça, c'est plus que dommage. oui. Et, Ben, écoutez, il y a trois choses là-dessus. C'est vrai aussi au Québec, où l'histoire des Patriotes est mal connue. Deuxièmement, c'est une histoire qui est malheureusement confondue avec du nationalisme canadien-français. Et ça, c'est dommage parce qu'on oublie qu'il y a eu beaucoup d'anglophones, d'Américains, même des Irlandais, des Britanniques qui se sont joints aux Patriotes. Donc, ça n'a rien à voir avec strictement là, mouvement nationaliste. Et tertio, écoutez, c'est l'histoire des perdants. Hein. Les perdants dans l'histoire sont toujours tassés. oui, C'est ainsi. Je ne fais pas une généralité là-dessus. Je vais répondre rapidement à Aroostook. C'est fascinant. Quelle belle question. Je vous remercie de la poser. Parce qu'il y a eu effectivement une guerre en 1839 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais une guerre qui n'a pas fait de mort. C'est la guerre d'Aroostook qui visait les forêts du Maine. Vous avez déjà vu la frontière, elle est très au nord. Et le Maine voulait s'étendre vers le nord et peut-être même avoir une fenêtre sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, il y a des tensions le long du Madawaska et le long du Témiscouata, la région de Rivière-du-Loup. Sauf que l'intérêt pour les Patriotes, c'est que ça se déroule dans un contexte où les Britanniques et les Américains ont des conflits frontaliers. Et ça aussi, ça va nuire aux Patriotes. Parce qu'à ce moment-là, il y a la frontière du Maine, il y a la frontière de l'Oregon Trail, il y a le Upper Columbia River dans l'État de Washington, où on vient de trouver de l'or. Et la Grande-Bretagne et les États-Unis convoitent ce territoire-là. Alors, donc, tout ça fait l'objet d'une négociation, y compris les Patriotes. Et c'est pour ça que le contexte de la guerre d'Aroostook est particulier. L'autre raison qui est intéressante, c'est que vous avez avec Aroostook un exemple parfait du rôle des filibusters. Les filibusters, il y en a un qui s'appelle William Walker. William Walker il va s'installer au Nouveau-Brunswick actuel et il va revendiquer le territoire du Nouveau-Brunswick comme territoire américain.
Il va même fonder une république avec un drapeau. C'est sa femme qui va tricoter le drapeau. Et il va fonder la République du Madawaska, une république indépendante, un peu comme Sam Houston fonde la République du Texas. Et ça va créer des conflits. Ça va envenimer cette guerre-là. C'est ça que les patriotes souhaitaient. C'est que des filibusters viennent provoquer du désordre. C'est pour ça qu'ils font des petites attaques le long de la frontière, à Morse Corner, à Potton, à Troy, même aussi loin que dans le Haut-Canada, à Prescott, Niagara Falls, Windsor, partout où ils peuvent avoir des conflits. Par exemple, en Ontario, un gars qui s'appelle William Mackenzie va fonder une base à la frontière, à Navy Island, sur la Niagara River, afin de provoquer des conflits frontaliers. La guerre du Madawaska faisait partie, ou du Aroostook, faisait partie de ces divers points de tension que les patriotes souhaitaient animer puis voir se développer. Oui, bien, bien. Bien, bien. Um, quelqu'un demandait de donner si vous pouvez donner des références. Je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer. Oui, C'est mieux c'est que ça. sur le chat. Je pourrais les mettre sur le chat, mais je vais plus les envoyer à l'association. Vous ferez suivre. J'ai présenté quelques livres. Bien sûr, je vais faire de la promo pour les miens aussi. Et donc, ceux qui vont vous aider, notamment à faire le lien. Puis, je vais mettre bien sûr des livrages en anglais. Et je peux mentionner en plus ce que je ne crois pas que vous avez mentionné, c'est votre livre, Brève histoire des patriotes. Et c'est à partir de ça, de ce livre que je vous ai contacté. Euh, c'est Brève histoire des patriotes. Euh, pour tout ce qui veut savoir en plus, c'est un bon endroit pour commencer. Et bien sûr, les autres livres ont beaucoup plus de détails sur cela. Et il y a des liens Oui, bien sûr. Merci de lier vers mon dans le site. chat Oui. de Patrick et de David Graham et des autres. Et je vous remercie. Ben, c'est épatant. Quel plaisir ça a été. Oui, Je suis tout à fait disponible. J'adore vous rencontrer. oui, C'est oui, rare ces genres d'occasions-là où on oui. peut, entre passionnés d'histoire et de culture, se retrouver pour parler de ce qui concerne le Canada puis les États-Unis. Je suis désolé Oui. encore une fois d'avoir fait un peu de politique, mais c'est la vie. Vous êtes des grandes personnes. Bon, merci. Je vous remercie pour la conférence, pour tous les commentaires, pour ouvrir cette fenêtre beaucoup plus détaillée sur tout cela, sur cette période. Et même si on ne peut pas parler de la politique, c'est bien sûr que ça a une base sur beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui aussi. Oui. Eh bien, euh, merci encore et bonne journée à tout le monde. Au revoir, New England! Au revoir. Wow, merci. Oui, au revoir au Canada.